C'est vachement bien ce que tu fais, tu fais quoi? C'est dans ce Ah oui, bien sûr, tu peux enregistrer. Je sais pourquoi. C'est parce que je te laisse t'attendre. Tu viens de Ouais, ouais. C'est comme ça. Comme ça. Comme tant d'autres artistes, moi, Tristan Edelman, je sais dans ma chair ce que signifie inessentiel et secondaire, ce que signifie l'eau et passion, ce que signifie suspension perpétuelle. C'est pourquoi ma parole et mon corps se sont engagés depuis le début et vous soutiendront jusqu'à la fin dans ce combat vivifiant pour l'existence. My name is Maxine Wright and I live in Ballymena in Northern Ireland. I believe my dad died as a result of vaccine injury. He was a perfectly fit and healthy man with no major health issues until he took every vaccine offered. And within months, he was diagnosed with stage 4 terminal cancer. We buried him on the 8th of December 2023. I'm speaking out about this because I want to warn people of the dangers of vaccines, and please, please, please do not take any more injections. God bless.
then asked my vaccine, and if we were not vaccinated, we would lose our jobs. I had my second vaccination on Easter Sunday in 2021. My flu-like symptoms persisted until the Wednesday. I had palpitations and I felt really dizzy. I immediately lay down because I felt like I was about to faint. My GP assessed me face-to-face with heart rate was 160 to 200 beats per minute. I wasn't able to stand. I had surgery to try and carry out an ablation on my heart, which was unsuccessful. When I went to see a consultant in England, he started doing IV infusions. During that process, I was off work for over in excess of 13 months. Their decision at that point was that I should go down the route of medical retirement. I'm 27. I still have a purpose. And I have a central line that's placed in my arm. I carry out my infusions at home several times a week. I was contacted by telephone by a GP out of Ars. One sentence that he said to me was that I needed to take some responsibility for my own healthcare. I've actually moved countries so I can work in clinical practice. The only reason that I can do my job is because 99% of it is sitting down. I just don't really know where we go from here. I'm just lost. Hi, my name is Kim Shanks. I got COVID booster in May 2022. I was going to Barcelona, and this was the reason for getting the booster, as Spain would not allow you in without it. On my return home, I started having breathing problems. I felt as though I was suffocating. My oxygen levels were at 70. I went backwards and forwards to my GP. I also had been at A&E twice and sent home. I got no satisfaction from any of them. I couldn't stick it no more. Went to private clinic to be told my lungs were completely congested. She sent me to hospital. The next day I had a scan done and discovered I had lung cancer. I was completely in shock as I was never sick. This has changed my life completely from someone who was very active, who depends on oxygen and a walking aid. I just hope that you hear this, and I do believe it was the vaccines that done it. Thank you. Hello, my name's Lynn, and I'm from Newton Orange, Northern Ireland. I'm a nurse and I work in Ars Community Hospital and GP practice. I became unwell after the third vaccine, which I was reluctant to take because I've been unwell with the first two, but I felt pressurised into doing so because of my job. Within hours, I noticed I was being in and out of atrial fibrillation, and I continue to do so. I'm on medication for life, and it has certainly changed the way I live. I am one of the lucky ones in comparison, but I feel we were misinformed, and the powers that be need to know and hear our voices. Thank you. I got my second vaccination on the 22nd of August 21. During the week after that, I experienced some pain, palpitations in the chest. I felt lightheaded, or pain in my neck, across my head, and numbness in the face. I suspected I may have had a mini stroke, but nothing showed on the scans, which just followed up from GP. And on the 7th of September 21, I finished my shift and went home, and just about got in through the front door and passed out. And I phoned for an ambulance, and I barely spoke a word. The people on the other phone said I would have a heart attack. I was in A&E, I believe, 6 times over a 3-month period. Similar symptoms. It still persists to this day. It's horrible to go through, and people aren't listening. But as we all know, we're hammered with the phrase safe and effective. And if I try and tell anyone about what happened to me, I get that back at me. Even the people in this very building, who is the messaging that was safe and effective, that was not my experience. You know, the hard path for medical professionals. It's hard to get speaking to anybody about it now. No one seems to take it seriously, and it's not right. Hi, my name is Billy. In 2020, I received 2 COVID jabs on the booster from AstraZeneca. I was a performer in Benetton. I needed them to be able to travel 4 to 5 times a year. Unfortunately, I have not been able to do that anymore. I went for a CT scan in the Royal Victoria Hospital in Belfast, where I was told that I had cardiovascular disease in both my legs. I thought I was for keyhole surgery. In actual fact,
I had a double bypass in my left leg and 2 stents. I cannot do anything physical in the house. I cannot cook for myself because I can't stand long enough. I have my daughter who has been an angel to me because my wife died on Christmas Day 2017, and I have struggled ever since. I know for a fact now it is the AstraZeneca COVID jabs that caused this to me because I was fit and healthy before this. My life has been destroyed by AstraZeneca, and I hope you people can support all of us who have suffered bereavement and serious injuries through all this, and that compensation is well on its way. Thank you. So we live in a wake in our house, constantly pleased and so on. And halfway cry when this thing just broken. My wife and I were sitting in this little room in Westminster with about 7 or 8 consultants telling me that the vaccine had destroyed the nerve and life in my face, and it was highly unlikely that I would ever recover from it. And I'm in so much pain. My life is very much living. I'm not me anymore from the 3 years of the life I had. It's destroyed me. It's getting worse. Someone recognize what's happened here and come and help me. At London Women, by a multidisciplinary team of neurologists, neurosurgeons, doctors, and senior nursing staff, following a kind of Lyle's journal, the senior neurosurgeon simply confirmed that Lyle's really a refractory illness was a more collective opinion, and I quote, as a direct result of his vaccine. We both broke down because we couldn't believe this was real. So we asked him, was he sure about this, and he simply said, 100%. The nurse gave her a brown envelope with a form inside for her to take home over the weekend to decide whether she wanted to take the vaccine or not. Mummy had said to us that she didn't want it. The nurse had said to Mummy if she didn't take the vaccine, it may affect her from getting her treatment. She didn't want to not be able to get the dialysis, so she took the vaccine there and then. My dad called me and said he thinks that Mummy was taking a stroke. Mum headed off to the hospital in the ambulance. Before that, the paramedics, I had said that she had got her vaccine on the Monday, and he said straight away that it wouldn't be nothing to do with the vaccine. Mummy just lay in bed, fading away. She then ended up back in hospital again. This all happened within 4 weeks of her taking the vaccine. They had to take her down for the camera test to see why her stomach was bleeding so bad. She was bleeding from everywhere. It was like razor blades pumped into her body. I phoned in at 8:30 and asked how Mummy was doing, and they said they needed me up the stairs right away as Mummy was taking her last breath. As I pull up this one, this document here, and it's a bit, but I don't know what I can do. I can see that one, this one, I see the one. Yeah. So make
On va commencer par celui-là. On va retrouver le Bonjour à tous. Je m'appelle Julia Walter, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, Chiara et Luna, qui ont 10 et 12 ans, et j'habite en Alsace, Strasbourg. Le soir de ma deuxième injection Covid, j'ai déclaré une péricardite aiguë post-vaccinale, attestée par le médecin qui m'a pris en charge et qui a fait le signalement dès le lendemain auprès de la pharmacovigilance. Dès lors s'enchaînent les allers-retours aux urgences, des rendez-vous médicaux, les inflammations du corps, les douleurs musculaires, articulaires et une asthénie intense. J'ai témoigné de ma situation sur les réseaux sociaux dès juillet 2021 et j'ai reçu un bon nombre de témoignages de victimes dans toute la France avec lesquels je partage quotidiennement les difficultés qui encombrent ma situation. Je ne voyais pas rester sans agir et c'est pourquoi, en février 2022, j'ai lancé une procédure au tribunal judiciaire de Paris pour demander une expertise médicale à la société Pfizer pour faire reconnaître le lien de causalité entre mes pathologies et le vaccin. J'ai été auditionnée le 23 avril 2023 à Paris par des experts médicaux assignés par le tribunal face à 2 avocats, un cardiologue de la société Pfizer, accompagné de mon avocat. La procédure suit actuellement son cours. Depuis juillet 2021, mon système immunitaire est affaibli. J'ai enchaîné de nombreux virus pendant 2 ans, jusqu'à une grosse grippe en février 2023, dont j'ai mis des mois à m'en remettre. Et depuis, je suis en arrêt maladie. Certains symptômes s'aggravent, d'autres apparaissent, des fasciculations, troubles cognitifs, perte de mémoire, spondylarthrite ankylosante, encéphalomyélite myalgique, SAMA, et récemment fibromyalgie. Le cardiologue des urgences de Strasbourg, que j'ai vu en juillet l'année dernière, a mentionné depuis une péricardite chronique dans son compte rendu lors d'un énième passage des urgences. J'ai demandé un avis par un interniste réputé à Paris par rapport à mes nombreux symptômes liés au trouble de l'attention, cognitif et perte de mémoire. Et donc, c'est là qu'on m'a diagnostiqué l'encéphalomyélite myalgique ainsi que SAMA. Depuis 3 ans, ma vie a complètement changé et à tous les niveaux. Perte de mon travail d'assistante maternelle, liée à mes incapacités, difficulté à effectuer certains gestes de la vie quotidienne, vie familiale impactée, fatigue chronique, souffrance endurée au quotidien, physique et psychologique, l'impossibilité de se projeter dans l'avenir et ceux des enfants, je vis au jour le jour. Je suis reconnue depuis quelques mois, maintenant depuis la MDPH, à moins de 80% et je bénéficie de la AH et de la PCH depuis peu. Je vais avoir une auxiliaire de vie bientôt à la maison. J'ai été mise en lien début 2024 avec la victime dans l'AID, qui rassemble aujourd'hui presque 700 adhérents. Nous avons 30 maladies de Charcot au niveau de l'association. Et donc, c'est une association qui est basée dans l'AID et il y a aussi des victimes au niveau des docteurs. J'ai rencontré d'autres victimes engagées dans un parcours similaire au mien et nous avons pu partager nos expériences de vie, l'errance médicale, administrative, juridique, la souffrance partagée, le déni du corps médical et la non-reconnaissance du statut de victime. J'ai ensuite été mise en relation avec des personnes actives de ma région grâce à Dominique Godinot, qui aujourd'hui a la carte de France Black 19. Et nous avons décidé, lors de la première édition l'année dernière à Vierzon, de créer l'association On a une autre dose, qui a vu le jour en avril 2024, loi 1901, dont je suis la porte-parole pour libérer la parole sur ce sujet encore tabou, devenu soutenir les victimes des injections Covid et rassembler toutes les personnes qui ont subi un préjudice moral, économique ou corporel. En 2025, il est temps qu'on arrête de faire souffrir les gens comme ça et qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ce sera le combat de notre vie. J'ai encore des petits conseils pour les victimes. Voilà. Il est important de faire remonter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à la pharmacovigilance, vos symptômes, vos effets indésirables. Donc, soit par votre médecin, soit par celui des plats. Aujourd'hui, mettre la péricardite chronique, parce qu'il n'est pas guéri, il y a un épanchement qui subsiste et qui est douloureux, et rajouter tout ce qui est spondylarthrite, encéphalomyélite myalgique,
SAMA, troubles collectifs, perte de mémoire et fibromyalgie. Ensuite, il est important de monter un dossier MDPH et il doit être très très bien ficelé. Surtout si c'est un premier dossier, c'est très compliqué d'obtenir de l'aide sur un premier dossier, c'est très très rare. Donc, il est très important de bien fournir avec un maximum de comptes rendus et d'aller voir des médecins, quitte à parcourir la France, malheureusement, s'il y a besoin, parce que c'est très compliqué dans certaines régions de trouver des médecins qui vous écoutent, qui prennent en compte vos souffrances, et des fois, il faut faire du chemin pour aller voir les bons médecins, pour avoir les comptes rendus, et ça, c'est primordial de pouvoir monter des dossiers et avoir le droit à quelque chose, surtout quand on est diminué chez soi. Voilà, donc compléter le dossier médical avec le médecin, il faut vraiment le remplir quand vous êtes en cas de crise. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez plus faire? Posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez plus faire chez vous? Quelle est l'aide dont vous avez vraiment besoin? Et faites une lettre explicative avec vos symptômes, votre journée type, de toute l'aide que vous avez besoin pour que ces gens comprennent qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que pour ces gens-là, vous avez des numéros. Et ça, c'est super important de le faire comprendre à travers vos mots, à travers une lettre, tout ce que vous voulez, pour qu'ils le comprennent et que ce soit lu dans les commissions. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui était MDPH. Moi, j'ai fait 2 dossiers avant de pouvoir avoir la AH. Et aujourd'hui, j'ai fait un recours pour avoir la PCH. Donc, c'est une aide humaine qui intervient chez vous dans les temps d'heures par semaine. Et je me suis battue pour l'avoir parce qu'il n'y a rien qui est arrivé malheureusement comme ça facilement. Et il faut vraiment se battre. Donc vraiment, ne lâchez pas, c'est super important. Et si vous avez besoin d'aide, nous dans les assos, on est là pour vous aider, pour vous aiguiller. Et n'hésitez pas à nous solliciter. Donc voilà, donc je parlais de la victime avant. On a une autre dose, donc je suis porte-parole et je fais partie du conseil d'administration. Et pour finir, j'ai envie de parler de votre attitude. Adoptez un peu de légèreté avec les médecins, parce que des fois, les médecins sont très fermés, pas forcément ouverts. Et votre attitude va aussi faire que ça va peut-être ouvrir certaines personnes qui sont bloquées vis-à-vis encore de tout ça, de ces injections, de ces effets indésirables que nous, on supporte tout au long de l'année, là, depuis que c'est arrivé. Renseignez-vous, faites des recherches, c'est super important. Maîtrisez votre sujet. C'est terrible à dire, mais c'est nous les victimes qui devons apporter en fait soit des articles ou tout ce qu'on peut vivre dans les associations. Parler des 30 maladies de Charcot qu'on a au sein de la victime. C'est obligé que ça va les faire tilter, c'est pas possible. Donc ne pas se laisser faire, ne pas minimiser vos symptômes. N'ayez pas peur de dire les choses et affirmez-vous. Ça, c'est super important parce qu'il y a trop de gens qui ont peur, qui n'osent pas. Et tout ça, ça va faire changer aussi la personne que vous aurez en face de vous. Donc voilà, ayez confiance en vous et soyez acteurs de votre santé. C'est très important et c'est la clé. Ni oubli, ni pardon, et plus jamais ça. Merci beaucoup, Julie. Merci pour ce témoignage qui va permettre aussi de prendre conscience. On a conscience que vous avez c'est difficile pour vous, et on a tout ça aussi autour de vous pour vous accompagner. Et Julia, on va donner la parole à Sonia. Après, Sonia. Ok. On te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous écouter. Moi, je suis victime négative, on va dire, parce que moi, je ne suis pas injectée. En fait, moi, je suis là pour vous parler de Sophia. Sophia, c'est ma nièce, et je suis sa marraine. Et depuis 3 ans, je me bats pour elle. Alors, je me présente, je suis sa tante. Sophia, elle avait 17 ans, elle est décédée 10 jours après sa première injection, Pfizer. Les résultats de l'autopsie ont démontré une embolie pulmonaire massive qui n'explique pas.
Désolée, mais pour moi, c'est encore plein d'émotions à chaque fois que j'évoque tout ça, parce que je répète tout le temps pareil. Et je veux vous parler de Sophia sans regarder les notes. Je vais parler avec mon cœur. Sophia, elle avait 17 ans. Elle s'était injectée une fois pour pouvoir faire un stage. Les profs lui ont dit, mesdemoiselles, si vous ne faites pas vacciner, on ne validera pas vos stages. Voilà pourquoi Sophia est décédée, pour pouvoir faire un stage. Il faut dire qu'à l'époque, les mineurs pouvaient aller se faire injecter sans l'autorisation de leurs parents. Et puis après, la donne, elle a changé. Il a fallu l'accord des deux parents pour qu'un enfant mineur aille se faire vacciner. Alors, dans notre famille, le papa ne voulait pas. Et la maman, c'est pas qu'elle ne voulait pas, mais sa fille voulait à tout prix parce qu'elle ne voulait pas redoubler. Elle était en préparation d'un bac pour devenir puéricultrice. Voilà pourquoi elle s'est faite vacciner. Donc, elle a insisté, elle ne voulait pas redoubler. Donc, la maman l'a accompagnée, mais aujourd'hui, la maman culpabilise. Elle n'a pas la force de se battre parce que, quelque part, elle culpabilise. Elle dit, si je n'avais jamais emmené ma fille, peut-être que notre fille serait toujours là. Sophia serait toujours là, certainement. Donc, Sophia s'est fait vacciner le 10-11 septembre de l'année 2021 et 10 jours après, elle décède. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle prenait un traitement. Ben non. Sophia était en très bonne santé. Son dossier médical le prouve. Elle avait juste une prise de pilule, qui était une mini-pilule. On a laissé le doute que ça pouvait venir de ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les pilules peuvent provoquer des thromboses. Mais ils nous ont laissé sous-entendre que c'était fort possible que ça vienne de ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer depuis plus de 3 ans plein de scientifiques, de biologistes, et ils m'ont expliqué que ce n'était pas possible. Le risque zéro n'existe pas, on le sait. Donc, je tiens. Et aujourd'hui, où on en est, c'est que les procureurs, il y a eu un procureur, bien sûr, on a saisi la justice. Le procureur voulait refermer le dossier pour cause inconnue. Moi, je me suis révoltée, je lui ai dit, il n'est pas question qu'on ferme le dossier. Bien sûr, on a un avocat. Hein. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au bout d'un an d'enquête, on ne sait pas. Le procureur partait à la retraite, hein, et il partait sans me dire, je ne sais pas. On a un peu boosté avec l'avocat et on a dit, on ne peut pas laisser comme ça. Donc, on a dit, on ne referme pas le dossier. Le procureur, vu qu'il partait à la retraite, il a quand même eu un doute et il a dit, je demande un complément d'enquête. Donc, au bout d'un an, voici que lui, il s'en va. Il y a un procureur au-dessus, une instance au-dessus, procureur général, donc, qui mène une enquête. Lui, au bout de 3 mois, il dit, il n'y a rien. On ne sait pas de quoi Sophia est morte. Bon, il y a les vacances qui passent, les fêtes de fin d'année arrivent, on laisse passer. Et je me dis, on ne peut pas rester comme ça. Donc, on a porté plainte contre X pour empoisonnement. Parce que qui accusé dans cette histoire, on ne sait pas. La chose qui se passe, c'est que l'année dernière, on a saisi le doyen des juges. Bien sûr, il a fallu payer une caution. Donc, non seulement on est victime, mais en plus on doit payer, et c'est à nous d'apporter toutes les preuves. Que Sophia était vraiment, qu'elle n'était pas malade. Et aujourd'hui, où on en est, c'est qu'on a déposé en avril la plainte pour empoisonnement. On a été reçu en octobre de l'année dernière par un juge. Et au mois de novembre, on a eu un retour comme quoi elle était d'accord pour nommer un expert. Voilà où on en est dans notre procédure. Donc moi, ce que je dis aux parents, même ceux qui sont victimes aussi, accrochez-vous. Le parcours est très, très long. Nous, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant que je me bats et on n'a toujours pas de résultat. Parce qu'il est vrai que Sophia n'était pas malade. Alors, elle est décédée de quoi? Aujourd'hui, on a une pilule qui fait des thromboses, certes, mais on a une vaccination, moi je dis vaccination pour faire comprendre, et on a cette vaccination qui fait des thromboses. Et l'injection Pfizer, lui-même reconnaît qu'elle donne des thromboses et multiples autres effets secondaires, bien sûr. Moi, je parle de thrombose parce que Sophia a eu multiples thromboses. Et l'EMA, l'Agence médicale européenne du médicament, elle dit aussi que c'est prouvé que l'injection donne des thromboses. Alors pourquoi, moi je me pose la question aujourd'hui, pourquoi on ne reconnaît pas? Voilà. Donc nous savons que si on reconnaît un cas judiciaire, enfin si on fait un lien
de causalité, mais au niveau justice, bah, c'est clair que Pfizer va être condamné. Il est vrai qu'on va être obligé de retirer le médicament du marché. Alors, aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour ça que moi, je vous dis, nous, Sophia, on l'a perdu il y a 3 ans. On se bat. C'est un long combat. Ils ne veulent pas faire le lien de causalité aujourd'hui, mais la vérité, on l'a. Peut-être je vous en dirai un petit peu plus à tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le lobbyiste Frédéric Baldan, qui est belge, avec qui on se bat justement pour arriver à faire éclater cette vérité. Donc peut-être je ferai un petit passage avec lui pour expliquer la suite au niveau de ces contrats, qu'est-ce qui se passe au niveau juridique. Et aujourd'hui, moi je suis là avec toutes ces victimes et je représente l'association Vérité France. Le président, M. Beltra, pareil, a perdu son fils Maxime, de 21 ans. Il est mort dans ses bras. Lui aussi se bat encore. On a aussi M. Massif, sa fille Mélanie, 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Pareil, elle est décédée aussi à cause des injections, mais quelques jours après. Donc, nous, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire parce que nos enfants ne reviendront pas. Et si on se bat, c'est parce qu'on sait qu'on détient la vérité. On sait que ces injections sont du poison. Et aujourd'hui, je suis triste quand je vois ces personnes-là, comme Macha, comme Julia et tant d'autres, qui souffrent et qu'on ne veut pas les reconnaître, qu'on ne veut pas les aider à se faire soigner. Parce que pour moi, si on a mis au point ce vaccin, c'est qu'il y a l'antidote. Pourquoi? On sait qu'il y a un conflit d'intérêts, on sait que les labos s'enrichissent, et que notre santé, ils s'en foutent. Avant que et pour moi, aujourd'hui, il va falloir me déroger. Je suis prête à dire rien ne me fait peur, mais je ne me ferai jamais vacciner. C'est comme une association, il y a une partie, il y a une dose, il y a aussi, on a tout plein, il y a nous, il y a tout plein d'associations. Quand on a commencé à se rentrer avec M. Beltra, on s'est dit, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on bouge, parce qu'on sait qu'il va y avoir une hécatombe. Mais on ne s'est pas trompé. On s'est rencontrés fin septembre 2021, 15 jours après la mort de Sophia, et on a dit, il faut qu'on monte une association pour être crédible. Et c'est comme ça que est née Vérité France. Et on s'est dit, on va défendre notre cause à nous, mais on sait qu'il va y en arriver. Et aujourd'hui, Vérité France, on est content qu'il y ait plein d'associations qui se sont montées, des collectifs, parce qu'on a eu raison de faire éclater ce scandale. Donc, si vous avez autour de vous, ou vous-même, si vous êtes injecté, n'ayez pas peur. Moi, personnellement, je ne rejette pas les injectés, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui souffrent. Ils sont vivants et ils sont là. Nous, on pleure, nos chers disparus, certes, donc on se bat. On se bat pour nous, mais on se bat pour vous aussi, pour tous, pour le bien commun. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, ben, je suis prête à y répondre. Merci de nous avoir écoutés. Merci Sophie. Je passe la parole à Géraldine. Bonjour à tous. Afin de vous raconter 5 années de Covid en quelques minutes, je demande à l'avance de bien vouloir m'excuser, de lire mes textes et de ne pas vous regarder. Je m'appelle Géraldine, j'ai 50 ans, je vis dans l'Allier du côté de Ghana. Je suis maman de 2 filles, une de 26 ans et une de 13 ans. J'ai été infectée par la Covid-19 en mars 2020. Une infection dite sans gravité, ne nécessitant pas d'hospitalisation. Et pourtant, après une anémie et agnosie totale et une fatigue épouvantable, d'autres symptômes ont fait leur apparition dans les semaines qui ont suivi. Vertige, odeur fantôme, acouphènes, tachycardie, essoufflement, brûlure, pulmonaire et regard cérébral. Pas comme d'habitude, après avoir contracté un virus, je sentis qu'il y avait quelque chose de différent tant il semblait puissant. Mon conjoint, également touché au niveau pulmonaire, a déclenché de l'asthme. À cette époque, et en l'absence de tests, j'ai décidé, à l'issue du confinement, de faire une sérologie pour attester la présence d'anticorps, car nous ne guérissions pas à plus de 6 semaines et ce n'était pas normal. C'est aussi à ce moment-là que je l'ai renommé le poison. En juin 2020, en répondant à une offre d'emploi suite à une reconversion professionnelle comme gestionnaire de paie,
j'ai vraiment pu mesurer l'ampleur des premiers dégâts. Dans un cabinet comptable, j'avais passé plus de 2 mois et demi de stage, ni moi ni ma formatrice ne me reconnaissaient. J'enchaînais les erreurs, les oublis, j'avais de gros soucis de mémoire, d'analyse, de concentration. Déjà, et sans imaginer un seul instant que j'allais être confrontée à une omerta diabolique, je me suis refusé par mon médecin traitant un rendez-vous pour les raisons citées précédemment. C'est l'été 2021 seulement que j'ai pu être reçue au CHU de Clermont-Ferrand dans une unité Covid, une atteinte encéphalique de la hyperventilation. Les moyens, les examens à cette période ne permettaient pas de faute de connaissances, de recul et d'examens très ciblés, comme les textes ont commencé à se fermer suite à mon refus de vaccination. La multiplicité des symptômes ne m'a pas encouragée à accepter cette injection. J'ai alors tenté de me tourner vers des médecines douces et alternatives, le neurofeedback, l'acupuncture, le complément alimentaire et autres, les perfusions de vitamine C à haute dose en Suisse, environ pour un budget de 250 $ de dépenses. Quand on se trouve en arrêt maladie avec 50% de son salaire, je vous laisse imaginer la place que pouvait prendre le désespoir à ce moment-là. Alors, quitte à engager des dépenses, j'ai décidé d'écrire. Et je me suis mise à écrire une chanson au nom de 2,5 millions de Covid en souffrance. En contactant un producteur musical touché par mon histoire et notre histoire, le premier titre, Résilience, a pu voir le jour sur les plateformes musicales. J'ai également fait le choix de ne plus me débattre seule en contactant Mathieu et Mélanie, l'association A Victime à Milan, pour venir. Dans la détresse, j'ai aussi trouvé quelque chose de moteur. Grâce à ma ténacité, après avoir vu pas moins de 5 médecins généralistes, un médecin interniste, un seul a pu sortir du lot et accepter de m'écouter, bien que désarmé et sans solution par manque d'informations. Nous sommes pourtant déjà au printemps 2022 et pourtant les premières études ont déjà révélé de nombreux articles, notamment l'Institut Pasteur, concernant la persistance virale. Ce médecin m'aura permis d'obtenir l'ALD et la FQTH. Après 3 ans et demi de souffrance, de discrimination, de tentatives d'échange tabous, de questionnements, soucis, souffrances, un arrêt maladie de presque 1 an, une démission, je sentais bien que ce virus était hors de contrôle et que je n'avais aucun pouvoir d'amélioration. Je décide donc d'aller à Paris et j'ai eu la chance d'obtenir un suivi avec le professeur Salmon, infectiologue, qui m'a fait participer à ses études, les dialogues et MPP, pour la recherche de la protéine spike dans le plasma sanguin, étude des lymphocytes, des cytokines, des mitochondries, et m'a orienté vers de nouveaux examens. La biopsie des petites fibres nerveuses révélera une atteinte neuropathique et des lésions. Le PET scan révélera un hypométabolisme cérébral. Le médecin de la douleur, une fibromyalgie. Une polysomnographie a démontré une hypersomnie engendrant une somnolence diurne importante et de l'apnée du sommeil. Je vis aujourd'hui avec des traitements ciblés pour les douleurs neuropathiques, des séances de kiné pour marcher, des séances d'orthophonie pour aider à la récupération des dommages aujourd'hui connus, la mémoire de travail, la mémoire immédiate et les fonctions exécutives, ainsi que de l'oxygène. Mais aussi avec des tendinites, accès parodontaux, malaise post-effort, fourmillement de membres, douleurs, brûlures, décharges, asthénie sévère, perte des réflexes, troubles de la coordination, goût et odorat retrouvés partiellement. Seul le pacing, le fractionnement des actions, les siestes et le contrôle permanent des dépenses physiques, intellectuelles, alimentaires permettent de poser un pas jour après jour sur le fil fragile de l'épuisement qui nous attend au moindre quart. Ce n'est qu'après 4 ans d'épuisement et d'acharnement et surtout grâce à la reconnaissance RQTH que j'ai pu obtenir un aménagement et réduction de mon temps de travail, une aide au déplacement. Et malgré cela, je lutte contre cette fatigue harassante qui me tire vers le bas et m'amène vers ce que je n'imaginais pas, une demande d'invalidité. Nous sommes 5 années après les premières infections. Les médecins internistes, généralistes et praticiens n'ont toujours ni information ni formation sur le sujet. Des fiches outils permettant un premier diagnostic ont été mises à disposition par la HAS sur le site Amélie pour les médecins traitants, et je n'en ai jamais vu. La loi de janvier 2022 et la mise en place d'une plateforme de recensement pour l'aide au diagnostic et à la reconnaissance ne verra pas le jour car le décret d'application n'a jamais été publié.
Ce que je ne voudrais pas, c'est que notre santé soit un commerce juteux et prospère. Ce que je voudrais, c'est que les pathologies et nombreux symptômes causés par le poison ne soient pas minimisés ni banalisés, que les institutions prennent conscience de l'enjeu social, familial, professionnel, financier qui en découle. Ce que je voudrais, c'est que les médecins et spécialistes arrêtent de contourner le problème en nous dirigeant systématiquement vers les psychologues, en nous incitant à acheter des orthèses et autres matériels inutiles. Je suis en colère parce que j'ai 50 ans et dans un corps de 70 ans. En colère parce qu'on nous a menti. On nous a menti pour commencer sur l'origine de ce poison lancinant. Et on continue de nous mentir lorsqu'on entend que le Covid long doit faire l'objet d'une réelle attention, alors que les ARS coupent les robinets. Les cellules et hôpitaux de jour ont fermé leurs portes fin 2024. Ce que je voudrais, c'est un traitement pour nous sortir de cet enfer. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le virus niche en nous dans des réservoirs et paradoxalement, je n'ai plus confiance. Ce que je voudrais enfin, c'est vous dire merci de m'avoir accordé ce moment. Merci aux organisateurs, aux associations et à toutes les personnes ici présentes. Merci beaucoup. On va passer la parole à Anna. Merci Anna. Bonjour à tous. Donc, je suis Alain Maupas, je suis le papa de Mélanie. Malheureusement, elle ne peut plus se déplacer. Je vais expliquer un petit peu son histoire. Donc, c'est une jeune fille qui était sportive, qui faisait beaucoup d'activités sportives, de la marche, de la course à pied, de l'athlétisme, du VTT. Et en juin 2021, après la deuxième dose de Pfizer, elle a commencé à avoir des problèmes au niveau de l'injection. Elle a eu des petites fasciculations sur son bras gauche au niveau de l'injection. Donc ça a persisté, ça a continué de descendre au niveau du bras. Donc elle a été consulter son médecin traitant. Donc le médecin traitant lui explique que non, mais tu sais Mélanie, c'est pas grave, ils ont dû piquer un nerf, t'inquiète pas, ça va se passer avec le temps. Donc le temps, ça ne se passe pas au niveau avec le temps, donc ces fasciculations commencent à descendre dans tout le bras, sa main gauche commence de s'atrophier, comme elle dit maintenant, je commence à avoir les doigts crochus. Donc le temps passe, elle continue d'aller voir le médecin traitant, il fait faire des examens, IRM, scanner du cerveau, tout plein de choses. Mais non, tu sais Mélanie, tu sais, avec tout ce qu'on écoute à la télé, tu sais, tu es un petit peu dépressif, donc il faudrait que tu prennes un petit anti-anxiolytique, et donc Mélanie ne l'a pas pris heureusement. Et donc ces effets continuent de s'aggraver, les fasciculations commencent à arriver dans le dos, dans la jambe gauche, son pied, elle n'arrive presque plus à le lever. Donc là, elle était toujours en activité. Elle était responsable d'un crématorium sur Moulins. Et donc son état se dégrade de plus en plus. Et là, les mois passent, on arrive à 14 mois. Donc c'est toujours, on écoute dire que c'est dans sa tête, que c'est des problèmes. Avec tout ce qu'on écoute, il faut faire attention. Donc, elle quitte son emploi parce qu'elle ne pouvait plus taper sur son ordinateur. Et moi, entre-temps, j'ai un contact avec un copain ostéo. Je lui explique, il me dit, tu me l'emmènes. Donc, je lui emmène, il la consulte. Et à la sortie de la consultation, il me dit, tu sais, il faudrait qu'elle voie un neurologue en urgence parce que je sens des tensions au niveau de tout son côté gauche et c'est pas normal. Donc là, on retourne voir le médecin traitant. Donc le médecin traitant, donc on arrive à trouver un neurologue. Enfin, chacun dans notre coin, on cherche. On trouve un petit neurologue qui venait de s'installer. Donc il lui fait passer une EMG. Et à la sortie de l'EMG, donc il revient, il était dans une salle à côté, il revient dans son bureau. Moi, j'attendais. Il avait une drôle de tête. Alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas me prononcer, mais il faudrait que Mélanie aille dans un grand centre parce que je ressens des choses pas bien normales. Donc, il s'engage à prendre rendez-vous au CHU de Clermont-Ferrand. Donc là, on y va une première fois. Donc, elle est reçue, donc une consultation vite faite.
Donc la neuro lui dit il faudrait qu'elle soit hospitalisée pour qu'on puisse voir d'où ça vient. Donc elle est hospitalisée une semaine, donc là on est à 15 mois. Et donc au bout de sa semaine, elle ressort. Donc la neuro dit venez la semaine prochaine, je vous expliquerai le diagnostic. Donc on y retourne la semaine d'après. Et elle nous balance à la figure. C'est toujours le petit problème. Donc, elle sort comme ça, comme une barbare, parce que moi, pour cette euro, elle est même pas humaine. Je vais la citer quand même parce que je la déteste depuis ce jour-là. Le docteur Guy nous balance à la figure, c'est une sclérose latérale amyotrophique. Son pronostic vital est de 3 à 5 ans et il n'y a rien à faire. Donc, elle nous jette ça à la figure. Donc, Mélanie s'effondre. Moi, j'écoute même plus, je suis dans un état second. Donc, elle s'aperçoit qu'on n'était plus là. Donc, elle dit, bon, on se revoit la semaine prochaine, je vous expliquerai, vous réfléchirez aux questions que vous pourrez me poser. Donc, on se retrouve la semaine d'après, donc elle nous explique son cinéma, parce qu'elle était vraiment brutale, là encore, dans ses propos. Et elle dit, Mélanie, je vais te proposer un médicament expérimental. Donc, Mélanie lui dit, non, j'ai fait le cobaye une fois, je ne vais pas faire le cobaye une deuxième fois, il ne veut pas tester. Donc là, avec le refus de Mélanie, elle s'est mise dans le fond de son fauteuil et elle nous a pu parler. Et c'est l'infirmière qui était à côté qui nous a expliqué les démarches à effectuer. Et donc elle dit, bon, on se revoit dans 3 mois. Bon, on sort de cette consultation, moi je dis, Mélanie, tu as confiance à cette médecin? Moi, je dis non, pas du tout. Donc là, on est reparti rechercher un autre neurologue, donc on a atterri sur Grenoble. À Grenoble, là, on est tombé sur une belle personne. Et donc là, elle n'était pas bien contente de la neuro de Clermont. Et puis, donc, j'ai coupé court. Donc, elle me conseille d'aller sur Montpellier, parce que si elle était dans l'état de Mélanie, elle irait sur Montpellier, parce que pour elle, c'est le plus gros centre neurologique au niveau des SLA en Europe, voire en France. Donc, on est parti sur Montpellier, on a rencontré le professeur Camille. Donc là, ça a confirmé tout ce qu'on avait appris. Donc, elle a eu un traitement expérimental qui s'appelle l'Himalaya. Donc là, c'était un grand espoir. Sa maladie s'était stabilisée. Et malheureusement, il y a 2 personnes qui ont fait des effets indésirables. Et donc, il a été arrêté le traitement. Et donc, à la neurologue, je lui dis, mais comment ça se fait L'injection, il y a eu plein d'effets indésirables. Et on continue de vacciner. Et là, ce traitement a des choses positives sur Mélanie. Vu qu'elle est condamnée, ça peut être que positif. Elle dit, monsieur, on ne peut pas continuer parce que j'irai en prison, je n'ai pas le droit. Elle dit, c'est la loi qui dit qu'il faut arrêter, vu qu'il y a un effet indésirable sur 2 personnes, on est obligé d'arrêter. Donc c'est un grand dommage parce qu'on accepte une chose, mais on refuse d'autres en sachant qu'elle est, malheureusement, c'est vrai qu'elle est condamnée, la pauvre. Et son état continue de se dégrader rapidement parce que cette injection, c'est un effet booster pour elle. Et donc, nous avons plus sur Montpellier. Je ne peux plus. Elle est couchée maintenant à 98% de son temps. Et je la compare maintenant à un bébé. C'est comme un bébé de 6 mois maintenant. Il faut tout faire pour elle. Elle ne peut rien faire du tout. Vous imaginez un petit bébé, il faut faire pareil. La même chose. Et donc là, c'est très dur. Et donc, à côté de ça, oui, donc, je reviens, donc, malheureusement, je pense qu'elle ne verra pas la fin de 2025, ça c'est sûr, parce que vu comme ça va très vite. Donc, c'est très dur pour les parents, parce que, étant jeune retraité avec ma femme, on n'imaginait pas avoir une retraite comme ça. Et donc, on nous l'a tué, parce que, avant cette injection, c'était une fille dynamique. Elle profitait de la vie, elle était sportive. Entre-temps, après le diagnostic, on a vu un article sur notre journal local de la montagne, Mathieu Dubois, qui relatait ses effets indésirables. Et donc, on s'est rapproché de lui, et c'est là qu'est née l'association à victimes. Donc, Mathieu, qui est le président, et Mélanie, qui est la vice-présidente, et malheureusement, je relaye tout ce qu'elle ne peut plus faire maintenant, parce que la pauvre, elle ne peut plus rien faire. Donc, on est sur un combat et on a monté cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui n'étaient pas écoutées
Malheureusement, les médecins disent que toutes ces personnes, c'est dans leur tête qu'ils ont des problèmes. Mais non, non, c'est pas ça, parce que là, on a rencontré de super belles personnes. On a rencontré donc Macha, Julia, Laure, Malo, qui est là, qui fait une surprise. Et ça, voilà, donc on a monté cette association. Et malheureusement, bon, moi, je me mets en contact avec toutes les personnes qui ont des problèmes avec la maladie de Charcot. Donc, je dois en avoir une nouvelle en début de semaine que je vais recontacter parce qu'il y a son fils qui apparemment qui est touché, mais c'est pareil, les médecins lui disent que c'est un petit peu dans sa tête. Et il a les mêmes symptômes que Mélanie, mais c'est diagnostic et on ne prend pas tomber. Et donc voilà, donc je contacte les personnes qui ont cette saloperie de maladie, parce que voilà, on peut dire que ça, c'est une saloperie de maladie. Mais il faut savoir une chose aussi, j'en veux même pas aux médecins, je ne suis même pas en colère aussi avec certains médecins, parce que il y en a quelques-uns, je les mets sur ma liste noire, parce que Mélanie a été insultée, traitée de complotiste satanique, parce qu'on venait voir un hématologue et quand elle a dit que ça venait du vaccin, il a arrêté, il a changé ses papiers, il a traité comme ça. Donc voilà, il y a des médecins qui sont horribles, mais les autres, j'en veux pas aux médecins. Moi, j'aimerais qu'ils se regroupent et qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils disent oui, ben voilà, on est comme vous, on s'est fait avoir, on s'est fait berner. On a voulu faire le bien et en fin de compte, on a fait le mal. Et j'ai un dernier exemple à donner avant d'arrêter, parce que j'ai plus plein de choses à dire. La première injection a été faite par un pharmacien sur Moulins. Et lui, il a arrêté de toutes ces saloperies d'injection parce qu'il s'est rendu compte, en voyant Mélanie, parce que c'est un ami, qu'il avait fait une bêtise d'injecter ce produit parce qu'il s'est rendu compte que c'était un poison. Et il a fait, pendant 6 mois, il a fait de la dépression. Il s'est rendu compte qu'il était dans le mal. Et donc, j'aimerais que les médecins, pharmaciens et tout le monde se remettent autour d'une table, réfléchissent comme lui, qui se disent, voilà, c'est un poison qui a été mis dans ses veines. Alors, bossons tous ensemble. Ne rejetons pas les personnes qui ont des problèmes de santé, parce que beaucoup de médecins ne savent pas ce qu'ils ont, et je leur en veux pas, on leur en veut pas. Mais au moins qu'ils se renseignent et qu'ils aillent de l'avant et qu'ils fassent leur job, quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage et prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, profitez de la vie parce que ça tombe tellement vite sur la tête, ces saloperies de maladies et tous ces états misérables. Donc je vous souhaite bon courage à tous et merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà par mon intervention sur ces sites l'année dernière dans Touche-pas-à-mon poste. Je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 enfants, Zach qui a 7 ans et Will qui a 5 ans. Ma vie a été complètement bouleversée lors des injections Covid, je n'appelle pas ça des vaccins. J'étais préparatrice en pharmacie, j'adorais mon métier. J'ai choisi ce métier pour aider les gens, pour les conseiller, pour être près d'eux et surtout pour qu'ils aillent mieux. J'ai choisi ce métier pour que la santé prime et que les hommes, les femmes, les enfants et tous les êtres vivants se sentent bien dans leur corps et dans leur vie. Et aujourd'hui, je me sens trahie. Trahie par ma profession, trahie par les laboratoires en qui j'ai cru pendant de nombreuses années. Et en fait, aujourd'hui, en tant que soignante, je n'ai pas pu dire non au vaccin parce que j'étais toute seule à cette époque avec mes 2 petits garçons et que je risquais de tout perdre, absolument tout. Et je me suis dit, tant pis, Macha, sacrifie-toi pour ta famille, s'il y aura des effets indésirables, ce sera pour toi. Et au moins, tu ne feras pas subir à tes enfants le mal-être de se retrouver dans la rue sans logement. Et je me suis sacrifiée et malheureusement, je suis tombée malade. Il faut savoir que moi, j'ai reçu les 2 premières injections qui étaient destinées à des EHPAD.
puisqu'on travaillait avec, ma pharmacie travaillait avec des EHPAD et en fait, nous faisions des piliers et des livraisons de médicaments. Et comme nous étions au contact des malades et que nous faisions leur pilier, nous étions en obligation de faire l'obligation enfin, de se faire vacciner et en plus, on avait l'obligation vaccinale, donc double obligation. Il faut savoir que j'ai aussi un petit garçon qui a une multiple pathologie. Et quand il devait recevoir des injections tous les 15 jours à l'hôpital, et on ne m'a pas laissé le choix non plus. C'était passe avec injection complète, sinon mon fils ne rentrait pas à l'hôpital. Et en gros, mon fils pouvait souffrir le martyr, partir aux urgences ou avoir des défaillances. Ça serait moi la responsable, sa maman. Donc j'avais toute une sacrée épée Damoclès au-dessus de la tête. Et en fait, je me suis dit, tant pis, Macha, prends les responsabilités. Et puis si tu es malade, tu seras malade. Et ça n'a pas loupé. Première injection, j'ai ressenti des douleurs après l'injection et j'ai commencé à ressentir beaucoup de fatigue et des troubles gastro-intestinaux. Au début, je n'ai pas du tout mis ça sur le dos du vaccin puisque toutes mes collègues ont été vaccinées en même temps que moi et j'étais la seule à déclarer des effets. Donc je me suis dit, tais-toi, c'est bien. Parce qu'on a toujours aussi la peur de se faire passer pour une complotiste ou anti-vax et autres, et encore plus quand on travaille dans le milieu médical, mais c'est encore plus compliqué. On a le regard de nos patrons, le regard de nos collègues, le regard de tous les patients. Et donc, deuxième injection, qui était quelques semaines après, là, ça a été assez flagrant pour moi. 2 heures après, pareil, alors moi, c'est toujours un délai de 2 heures, j'ai commencé à avoir la douleur au point d'injection qui a monté au niveau des cervicales. Les cervicales me fait très mal, ça me brûlait, des migraines, et toujours les troubles gastro-intestinaux qui commençaient à devenir de plus en plus importants, et une fatigue extrême. Là, j'ai commencé à me dire le vaccin. Macha, c'est le vaccin. Et je ne me suis pas trompée. Sauf que j'ai commencé à aller voir mon médecin traitant qui allait prendre sa retraite à l'époque et qui m'a dit écoute, Marie-Charlotte, tu es un petit peu l'internet de la nature, tu as un enfant malade à gérer, tu es une vraie hyperactive, tu n'arrêtes jamais. J'étais hyper sportive. Je faisais des semi-marathons, je faisais plein de trails, enfin, je faisais de natation, du vélo avec les enfants. C'était même mon conjoint qui me disait mais vas-tu t'asseoir, voilà. Donc pour vous montrer que j'étais vraiment une nana qui n'arrêtait jamais. Sauf que à la 3e injection, en fait, je me suis séparée de mon conjoint à cette époque, parce que le Covid a fait beaucoup de mal. Et en effet, voilà, je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants, j'ai déménagé et j'ai dû trouver une nouvelle pharmacie. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle pharmacie, je vous en supplie, ne me vaccinez pas parce que je vais très mal à cause des injections. Je suis encore debout, j'ai encore la forme, je souris encore, mais j'ai beaucoup de pathologies. J'ai perdu 22 kilos en 8 mois, ce qui est énorme. J'ai perdu tous mes muscles, j'ai perdu. J'étais que l'ombre de moi-même, je ne pouvais plus courir. Je faisais 2 kilomètres, je commençais à être essoufflée, à être pas bien. Je me disais, ça va pas. D'habitude, je cours 1h45, 2 heures, et là, au bout de 10 minutes, j'étais pas bien du tout. Plein de symptômes qui se sont mis en place, et la fatigue extrême, ça, c'est vraiment très dur à supporter. Et là, on m'a répondu, mais Marie-Charlotte, tu n'as pas le choix, en fait, parce que si tu ne te vaccines pas, moi, ce soir, tu me présentes ta lettre de démission parce que tu dois te faire vacciner, c'est comme ça. Tu es une soignante, c'est comme ça. Tu respectes les règles. Très clairement, j'en veux beaucoup qui m'a vacciné la 3e fois, parce qu'elle était au courant de mes effets indésirables. Et qu'est-ce qui l'a empêché de mettre et de dire que j'avais été vaccinée? Elle n'a pas voulu le faire parce qu'elle a eu peur. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une maladie incurable et entre 50 et 80 symptômes quotidiennement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 35 ans, je ne peux plus courir, mais je ne peux plus non plus marcher beaucoup. Là, aujourd'hui, j'ai mes béquilles, mais si je dois sortir à l'extérieur, je suis obligée de prendre mon fauteuil parce que les gens me lâchent. Combien de fois je suis tombée par terre en plein milieu d'un centre commercial, que je tombe devant mes enfants, que j'ai des paralysies au niveau de mes membres inférieurs. Je suis restée pendant 4 heures pendant la nuit sur mon pavé parce que je me suis levée pour boire un verre d'eau et que mon conjoint ne m'a pas entendu. Je suis obligée de ramper comme un chien, un cheval mort. J'ai des troubles, j'ai un hypométabolisme au cerveau. Aujourd'hui, on m'a dit que j'avais un cerveau qui fonctionnait comme une personne qui avait un Alzheimer de 80 ans. Le cerveau est pratiquement. J'ai de la chance de pouvoir bien exprimer devant vous. Il y a des jours où on ne pas. J'ai la
finalement, je vomis. J'ai perdu des kilos perdus parce que dès que soit je passe mes heures aux toilettes, j'ai des intolérances comme une personne normale. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à me faire remonter. J'ai un taux d'anticorps de spike qui est énorme. J'ai 6 fois normal. Les récepteurs qui sont une fonction. Les organes, en fait, clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas touché? Moi, je ne sais pas. Je vis avec une encéphalomyalgie qui est une maladie incurable qui touche le systémique et qui touche le système immunitaire. Mon système immunitaire est complètement flingué. Et justement, de pouvoir remonter ça, c'est très très long, c'est très dur. J'ai une atteinte au niveau gastro-intestinal qui est très importante. J'ai des hernies de partout. J'ai un SIBO, une dysbiose, j'ai un syndrome de l'intestin irritable, j'ai une hyperméabilité intestinale. Tout ce qui passe dans mon intestin peut m'envoyer directement à l'hôpital. J'ai fait des allers-retours à cause justement de quand j'essaie des nouveaux traitements par précaution, parce qu'à tout moment, je peux faire des réactions ultra violentes. J'étais au bord du choc septique au mois de juillet à cause de compléments alimentaires qui étaient très bons pour les aujourd'hui, mon parcours est très compliqué au niveau médical. J'ai été maltraitée médicalement. Mais par contre, quand on voit les médecins en train de courir partout, comment à 32 ans, parce que j'avais 32 ans à l'époque, on peut se retrouver avec autant de symptômes. Les gens pensent tout de suite à des cancers. Moi, on m'a sorti, voilà, je suis sûre que vous avez une chose au cerveau, une tumeur.
prennent ces... Je veux plus qu'il y ait une seule victime qui souffre en étant dans l'errance, mais pouvoir dire aux victimes de s'accrocher. Parce que moi, ça fait quand même 3 ans que je me bats et on m'avait donné une espérance de vie de moins de 5 ans. Aujourd'hui, je suis encore là et j'ai quelques petits progrès au fur et à mesure. J'ai des petites améliorations. Parfois, il y a des grosses rechutes, mais je m'accroche. Je garde le sourire, je témoigne et je veux dire à toutes les victimes qui m'entendent et à toutes les personnes qui ont perdu des proches, on est là, on fera résonner la justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des personnes qui sont disparues et aujourd'hui, il y a des victimes qui sont encore là pour témoigner. On est de plus en plus nombreux, malheureusement, et je pense que les gens s'éveillent de plus en plus. Et merci aux personnes qui conscientisent, qui, à travers leur dialogue, permettent de conscientiser, de pouvoir dire que oui, les injections Covid, ce n'est pas que des vaccins qui sauvent des vies, comme le disent les médecins de plateau, parce qu'on est attaqué aussi bien politiquement, aussi bien médicalement, on est censuré. Les journalistes nous font prendre pour des fous qui disent des bêtises, on nous prend pour des complotistes, pour des anti-vax, pour des satanistes. Enfin, ça va très très loin. Moi, j'ai reçu des menaces de mort, on m'a même proposé une euthanasie, une aide à l'euthanasie. Alors que moi, je ne veux pas être euthanasiée en fait. Moi, je veux vivre, je veux survivre, je veux guérir. Et je veux aider toutes les victimes qui sont dans le désarroi et qui ont été comme moi à chercher pendant des mois ce qu'ils pouvaient avoir. Et quand on me disait, mais oh, Marie-Charlotte, arrête de t'écouter. Non, je ne m'écoute pas. Je me dis que mon corps a changé, j'ai changé, je ne vais pas bien, ma santé ne va pas bien. Et c'est les injections. Et si vous voulez me faire taire, je ne me ferai jamais taire. Je continuerai à parler. Et aujourd'hui, je remercie toutes les associations qui font tout. Je remercie Mathieu qui clairement m'a sauvé la vie parce que j'ai été moi aussi dans une période où j'avais envie d'en finir avec la vie parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être devenue un fardeau pour ma famille. Et quand je voyais mes enfants pleurer, quand j'étais sur le sol, quand ils me voyaient vomir, quand ils me voyaient hurler de douleur, quand ils me voyaient tomber par terre, il y a encore 3 semaines, je suis tombée dans les escaliers. Mes enfants ont hurlé en appelant tout de suite mon conjoint pour lui dire « Maman est tombée, maman est tombée ». C'est très dur pour nos enfants de nous voir dans des états pareils. C'est très dur pour nos familles. Donc, j'ai perdu des membres de ma famille qui se sont rendus compte que c'était tellement dur à affronter, qui sont préférés tourner le dos pour ne pas avoir la maladie. Et ça, c'est très, très difficile. Parce qu'il n'y a pas que les victimes qui souffrent. Il y a aussi les enfants, il y a aussi les familles, il y a aussi les amis. Il y a aussi des collègues aussi qui se disent « Mon Dieu, mais je t'ai dit de prendre le vaccin et maintenant, regarde dans quel état tu es. » Et oui, c'est très compliqué. Mais tant qu'on aura des personnes, moi je les appelle les petits colibris, tant qu'on aura ces personnes qui font leur part, qui expliquent qu'il y a des gens qui se battent, il y a des victimes qui se battent pour la reconnaissance, pour la justice et pour l'aide de santé, parce qu'aujourd'hui on est complètement abandonnés. Et heureusement qu'on a des personnes comme des médecins qui nous aident. Moi j'ai des médecins qui m'aident un peu partout, que ce soit en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en France. J'ai des chercheurs qui m'aident, j'ai des journalistes qui m'aident. J'ai beaucoup de personnes qui nous proposent leur aide au niveau pour proposer des soins de santé, etc. et qui le font gratuitement, qui le font avec le cœur. Et moi, j'appelle ça mes petits colibris parce que vous essayez de nous sortir de là. Et c'est magnifique, c'est un très bel élan de solidarité. Et au moins, il n'y a pas que du mal dans ce monde. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des belles âmes. Vous qui êtes là aujourd'hui, je pense que vous êtes là aussi pour la même cause que nous, pour que la vérité soit révélée et que toutes les personnes qui ont disparu, toutes les personnes qui souffrent, on leur rend justice, parce que c'est très important aujourd'hui d'avoir cette justice, parce que pour nous au moins, ça prouve qu'on n'est pas tombé malade pour rien, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et si un jour j'ai plus la chance d'être là, au moins je me serai battue jusqu'au bout. Et je vous remercie de le faire aussi pour nous. Merci. Merci. Je m'excuse, j'ai oublié une chose très importante dans l'émotion, je suis passé à côté. Donc il faut savoir qu'on a monté un dossier pour la pharmacovigilance grâce à Solid Éclat, parce que c'est une jeune fille qui est merveilleuse. Donc ils ont monté un dossier, on a envoyé un dossier à la pharmacovigilance. On a eu le retour en fin d'année dernière. Donc à savoir que la validité a été retenue, que ça vient de l'injection de la maladie est comme ça. Donc, il faut le savoir, donc elle est la première maladie de Charcot avec une imputabilité retenue. Et on attend le retour, mais je pense qu'on ne l'aura jamais. Donc, la pharmacovigilance a fait remonter à l'année SL en mentionnant que c'était un cas marquant.
Et normalement, cet organisme devrait prendre contact avec nous, mais je pense qu'ils ne prendront jamais contact, parce qu'on devrait passer devant, Mélanie devrait passer devant des experts. Mais bon, vu que c'est un dossier qui est brûlant, et donc voilà. Donc il faut savoir que l'habitabilité a été retenue, que ça vient de l'injection que Mélanie elle a la maladie de Charcot. Donc là, c'est la première. On a un deuxième cas, on ne peut pas encore en parler, mais un deuxième cas aussi qui a été retenu aussi. Donc voilà. Et donc, en bougeant, si tout le monde se met en ordre de marche, si tout le monde se met à dire non, on n'en veut plus, il faut soigner, il faut aider les gens qui souffrent. Donc je pense que c'est la force et la force tout le monde, vous tous, qui nous soutenez. Et on souhaite des roulements positifs sur l'avenir. Merci. Merci à vous tous. On va laisser la parole à Lynn. Ces témoignages sont très touchants et on vous remercie d'avoir le courage de le faire. Et comme je dis, on est tous autour de vous pour faire éclater cette vérité. Bonjour à tous, je me présente à Lynn, la maman d'Alexandre, qui le mois prochain, ça fait 3 ans qu'il est décédé, à l'âge de 23 ans. Il s'est fait vacciner le 17 janvier 2022, décédé le 13 février 2022. Ils ont pris mon fils le 13 février pour lui faire l'autopsie, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas de résultat. Si ça ne fait pas le vaccin, je vais. Alexandre est passé à mon atelier, il avait très mal à la poitrine. J'ai dit Alexandre, là, il faut que c'était un samedi. Il faut vraiment que tu aies un médecin et que tu aies une urgence. Effectivement, il l'a fait. Il a été à la clinique privée de Savoie. Ils n'ont pas pris son cas au sérieux. Ils lui ont fait une prise de sang, une ordonnance antidouleur et retourner à votre domicile. Les urgences à la voiture, ici, ça a fait très mal. Il a demandé à sa copine de retourner vite aux urgences, de leur dire, je vais mourir. Retournez à votre domicile. De là, revenir à la maison, il s'est fait couler un verre. Le fait d'avoir de l'eau jusqu'au cou, il avait moins mal à la poitrine. Ça n'allait pas, ils ont appelé le SAMU. Le SAMU a dit que c'est une crise d'angoisse. Ils ne se sont pas déplacés. Deuxième fois, ils ont rappelé, c'est qu'il souffle mal dans le sachet. Troisième fois, elle leur a dit, il crache du sang. Ah, ils se sont déplacés. Il a été conscient 10 minutes. Il a fait un arrêt cardiaque. On m'a appelé en pleine nuit pour me dire, votre fils est décédé. Un enfant qui ne fume pas, qui ne boit pas. Les seules fois où il a été chez un médecin, c'est pour un certificat médical. Là, j'ai dit, il y a un problème. J'ai mon écran de main. Quand je suis arrivée, j'ai vu mon fils sur le canapé à la maison, décédé à la maison parce que les familles ne s'est pas déplacées. Première réaction, c'était, est-ce qu'Alexandre est tombé? Non, Alexandre n'est pas tombé. Alexandre, il avait du sang qui sortait des oreilles, de la bouche, du nez. Il est en train de faire une hémorragie pulmonaire. J'embrasse mon fils, j'éponge le sang, et j'ai une voix derrière qui me dit, arrêtez de toucher votre enfant, on va lui faire une autopsie. Je l'attends, j'attends ces résultats. Alors, par chance, on a récupéré Alexandre, ils ont pris Alexandre le dimanche, on a récupéré Alexandre le mardi. Les autopsies, ça peut durer des semaines et des semaines. On l'a récupéré mardi, on l'a enterré le jeudi. À partir de ce moment-là, tous les samedis, je partais à la gendarmerie parce que, soi-disant, qu'on devait me donner les résultats d'autopsie. On m'a dit c'est en culture, ok. Il nous manque 2 résultats, ok. Il nous faut un médecin légiste pour avoir des résultats. Et après, il faut un avocat pour avoir des résultats. Si là, ça ne fait pas le vaccin, excusez-moi. Quand on a été convoqué le dimanche, le jour du décès d'Alexandre, on a été convoqué à la gendarmerie pour faire une déposition. Et là, je ne dis pas. Le jour de la finesse. Monsieur à droite, madame à gauche, la copine d'Alexandre dans une pièce à côté. On a l'impression d'avoir tué son propre enfant. La dernière question qu'on m'a posée, d'après vous, quelle est la cause du décès de votre fils? Là, je me suis levée, je leur ai dit, on perd notre temps. Parce que ça, vous n'allez pas le noter. Et ils l'ont noté. Je leur ai dit, c'est le vaccin. Ils l'ont noté. Et ça, je le sais par mon avocate. Par contre, là, si je suis là aujourd'hui, c'est horrible de perdre un enfant en bonne santé
Et c'est sûr que ce vaccin, parce qu'Alexandre s'était vacciné le 17 janvier, la semaine qui a suivi, maman, je ne suis pas bien, je t'appelle demain, je t'aime. Le jour après, il va travailler avec son papa, la tête contre la vitre du trafic, et son père lui dit qu'à jouer sur Internet toute la nuit. Quelques jours après, j'ai de la fièvre. Et quand il est passé dans mon atelier, je te à Patrick, il me dit, maman, je viens de vomir. Quand votre enfant vous dit ça, vous dites quoi? Il y a un gastro, il donne un coca. Et là, mais qu'est-ce que tu peux faire à l'heure sur les autres? Là, je dis à Alexandre, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui ne paye pas. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux que ça ne se reproduise pas. Il y a autre chose aussi. Quand on voit les banderoles qu'il y a dehors, ce sont des victimes, des enfants, des adultes. Mais j'espère qu'un jour, il y ait nos victimes, qu'il a la tête des assassins. Quand je serai une maman heureuse, je ne vais pas dire que ça va me soulager, ma peine sera toujours là, parce que je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Là, aujourd'hui, j'arrive à parler parce que grâce à un message, il y a un an et demi, j'étais toute seule. Avec eux, c'est une équipe. Ils sont là pour me dire, c'est une famille. Il ne faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas que ça se reproduise. Moi, je suis la première, j'ai un atelier de couture, je suis la première à dire à mes clients. Récemment, j'ai une cliente qui m'a dit, bon, oui, mais je vais parce que je dois prendre rendez-vous pour faire vacciner papa. Je dis, mais vous voulez vous débarrasser de votre papa? Elle me dit, bien sûr que non. Et c'est là que je me sers de mon fils Alexandre. J'arrache la photo, je dis, voyez, elle me dit, qu'est-ce qu'il est beau. Il était beau. Il était beau parce qu'il est plus. Il s'est fait vacciner pas pour aller travailler, pour faire mal à d'autres personnes. Il s'est fait vacciner pour aller rester au bout d'une. Parce qu'il n'avait pas besoin de vaccin, il avait son papa. Il était sur le point de construire son avenir, de reprendre l'entreprise de mon mari. Là, on est obligé de continuer ça, lui. Sa sœur, il a son frère. C'est difficile pour eux. On est tous côte à côte parce qu'on est une famille soudée. Mais là, les Noël, qu'importe les dates, c'est une horreur. On a toujours Alexandre. On a magnifique parce que c'était un bon homme. Même si il avait été mourir. Ce vaccin a fait trop de dégâts. C'est un carnage ce qui s'est passé. C'est la première. Si demain, il y a une autre date de vaccination, c'est la première qui me trouve un t-shirt énorme, garder les bras en et vous montrer des photos d'Alexandre bébé, Alexandre plus grand, pour éviter que ça se reproduise. Et j'espère que ça ne se reproduira pas. Et je le sais, davantage, je suis en contact avec les clients et j'arrête pas de leur dire. Non, c'est pas ça. Un tel, il a ça. Merci de m'avoir écouté. Oui, bien sûr. Parce que c'est important que l'on puisse aussi dans cette minute, tous en lien de cœur, sans se rendre avec vous. Merci. Partager avec celui-là, je ne vais pas relâcher. On continuera à être à vos côtés tout à fait. Vous avez tout l'amour qu'il faut.
vous inviter chacun à regarder ça dans votre cœur.